Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui donc en direct dans le cadre de la 4e édition des Semaines de l'évolution professionnelle qui se déroule donc cette année du 9 au 20 octobre 2023. Donc c'est un événement qui est organisé, donc co-organisé par l'APEC et la plupart des opérateurs CEP sur le territoire, habilités donc par France Compétences en association donc avec les partenaires nationaux et régionaux tels que le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique. C'est un événement donc 100% digital, gratuit et accessible à tous. Et comme son nom l'indique, qui place effectivement au cœur le sujet de l'évolution professionnelle, donc à travers différents webinaires sur différents thèmes. Donc je vous invite vous avez sûrement regardé un petit peu l'ensemble des thématiques proposées qui sont tout à fait intéressantes et très variées. Sachant donc nous sommes aujourd'hui donc sur un webinaire. Vous avez la possibilité donc de poser toutes vos questions via l'onglet questions qui se trouve sur votre écran. Sachant que de toute façon la présentation vous sera remise à la fin du webinaire, donc pas la peine de laisser vos adresses mail, on vous le transmettra directement. Et voilà, vous n'hésitez pas à mettre vos questions. Je vais au fur et à mesure, donc on va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Et puis celles qu'on n'a pas pu répondre, je prendrai un temps à la fin de cette présentation pour pouvoir y répondre. Sachant qu'il faut compter à peu près 45 minutes de présentation et on gardera donc les 15 dernières minutes pour répondre aux questions. Mais déjà, dans un premier temps, donc, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Aline Vessière, psychologue du travail et conseillère en évolution professionnelle, donc au sein du cabinet Antea RH sur la région Corse. Aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder ensemble concerne l'épuisement professionnel. En fait, le titre, effectivement, plus précis, je me sens en situation d'épuisement professionnel. Donc voilà, c'est pas un sujet facile, c'est pas un sujet qui est forcément très positif, mais on va essayer en tout cas de le rendre le plus intelligible possible et de plus sensibiliser un maximum à ce terme. Alors pour commencer, tout d'abord, effectivement, je ne sais pas forcément pourquoi, quelles sont les raisons qui vous ont amené à regarder ce webinaire. Peut-être est-ce que vous êtes sensibilisé, peut-être que vous accompagnez des personnes qui sont peut-être plus ou moins sujet à ça. Peut-être que vous-même, vous ressentez alors de l'irritabilité, des troubles de l'attention, peut-être des troubles de la mémoire, de l'anxiété, des vertiges, des céphalées. Alors peut-être, si effectivement ce sont des symptômes qui vous touchent, peut-être que vous êtes victime d'un épuisement professionnel. Donc pour en savoir un peu plus et aller un petit peu plus en profondeur par rapport à cette notion, on va essayer de la développer et de voir un petit peu tous les thèmes sous-jacents. Sachant que l'idée c'est de vous sensibiliser, c'est de vous apporter des premières informations. C'est un sujet très complexe qui mérite effectivement bien plus qu'une heure pour pouvoir l'approfondir dans tous ses détails, mais ça reste une première sensibilisation. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans un contexte particulier, un contexte professionnel, qui effectivement met en avant, développe des symptômes d'épuisement professionnel, parce que notamment les conditions de travail évoluent. Les conditions de travail et des organisations au travail aujourd'hui évoluent. Effectivement, il y a une prévalence croissante des facteurs de risque psychosociaux qui sont susceptibles de porter atteinte à la santé, alors à la santé qu'elle soit physique ou mentale, du coup des personnes qui exercent une activité. Alors, on parle effectivement de risques psychosociaux parce qu'on est sur de l'épuisement professionnel. Effectivement, c'est une pathologie qui rentre dans le cadre des risques psychosociaux. Alors, sachant qu'effectivement, les risques psychosociaux, juste pour faire court, ce sont des risques en fait qui sont induits, qui sont présents par rapport à un ensemble
de choses, en fait. La personne est confrontée à des choses qui viennent effectivement faire en sorte que la situation de travail devient difficile. Et donc, dans ce cas-là, généralement, on a du stress qui est combiné dans ce thème. Donc là, le stress, ça va être vraiment le déséquilibre entre la perception que l'on a sur les contraintes de notre environnement et la perception de ses propres ressources pour y faire face. Ça peut être effectivement des violences internes. Alors, c'est pas forcément des violences physiques, hein, mais ça peut être des violences, ça peut être le harcèlement, ça peut être des conflits, voilà, c'est des violences internes et ou des violences externes. Donc là, vis-à-vis des personnes, effectivement, reçues, du public, des fournisseurs, etc. Sachant que les risques psychosociaux, effectivement, sont induits par l'activité elle-même ou générés par l'organisation et les relations de travail qui sont susceptibles, voilà, de porter atteinte à la santé physique et mentale et qui peuvent en parallèle entraîner des répercussions sur le fonctionnement de l'entreprise. Donc effectivement, c'est un mal qui touche, je dirais, qui impacte énormément de choses. Alors, oui, sachant qu'il y a une obligation d'évaluation des risques, le syndrome, comme je disais, d'épuisement professionnel, qui est effectivement composé de différents sujets, fait partie en fait des risques professionnels dont l'employeur a obligation en fait de mener des politiques de prévention des risques. Après les affections de l'appareil locomoteur, la souffrance psychique causée et aggravée par le travail est le deuxième groupe d'affections d'origine professionnelle décrit dans une population salariée active. Donc ça représente effectivement un nombre important de situations. Donc, on va aujourd'hui essayer de développer un petit peu cette différentes notions en relation avec l'épuisement professionnel, à savoir donc le burn-out, le bore-out et le burn-out. Donc, l'idée, ça va être de voir un petit peu voilà comment on le définit, comment on l'évalue aussi, voilà, et comment on peut effectivement faire en sorte de pallier à ça. Parce qu'effectivement, parfois, le travail devient une corvée, parfois on ressent plus de motivation, parfois, voilà, on se sent plus à notre place. Et on fera effectivement le lien avec le conseil en évolution professionnelle et comment le conseil en évolution professionnelle peut être un levier pour aider, pour accompagner effectivement les personnes qui sont victimes, je dirais, de ces situations-là. Alors le burn-out, dans un premier temps, on va le définir, on va lui donner un petit peu, je vais énumérer ses caractéristiques, les symptômes, vous montrer un petit peu des outils de mesure qui sont utilisés, les caractéristiques qui sont liées à l'individu et à l'entreprise, et comment prévenir le burn-out. Donc voilà, ça va être la première notion qu'on va aborder ensemble. Sachant qu'effectivement, ce terme, c'est un terme qui est quand même relativement connu aujourd'hui, qui est assez, je dirais, médiatisé. Il a été mis en avant dans les années 1970 pour décrire un syndrome, un épuisement professionnel à l'origine des professionnels de l'aide et du soin. C'est un psychiatre américain, Freudenberger, qui l'a conceptualisé pour la première fois en 1975. Et après, il y a notamment de nombreux travaux qui ont suivi, et notamment ceux de Maslach et Jackson en 1981. Sachant qu'effectivement, toutes les définitions, toutes les études convergent vers le fait effectivement que le burn-out se traduirait par un état d'épuisement professionnel qui est ressenti face à des situations émotionnellement exigeantes. Il est défini effectivement comme un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Donc, il y a différents points. Le burn-out est très complexe. Il comporte énormément de données. Mais effectivement, il apparaît essentiellement chez les personnes, du coup, qui paraissent professionnellement très impliquées envers autrui. Alors, à la base, effectivement, c'est ce qui a été initié. Puis, petit à petit, la définition s'est étoffée. On parle d'épuisement émotionnel, puisqu'effectivement, on va avoir ressenti. Donc, c'est des personnes qui vont ressentir à un moment donné un manque d'énergie, par exemple, qui vont avoir l'impression d'avoir des ressources émotionnelles épuisées, une certaine démotivation. Voilà, donc c'est vraiment une émotion, un ressenti. On parle aussi de dépersonnalisation, où effectivement la personne va avoir tendance à développer des attitudes interpersonnelles détachées,
négatives avec les personnes dont elle s'occupe, par exemple. Voilà, donc la personne va essayer de mettre en place des stratégies pour effectivement mettre de la distance, par exemple, avec les personnes. La réduction on a effectivement, pour terminer, la réduction de l'accomplissement personnel, où la personne, effectivement, va se dévaloriser, va dévaloriser ses compétences, enfin, voilà, vraiment ne pas être forcément dans une optique, effectivement, de développer, de vraiment s'investir pour se former, pour mettre en avant ses compétences. Donc voilà, donc effectivement, il y a une définition, voilà, comme celle qui est présente en bas, sur laquelle effectivement on s'accorde aujourd'hui. Donc on parle, voilà, d'épuisement physique, émotionnel et mental, qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. En termes de caractéristiques, effectivement, donc l'épuisement, c'est un état caractéristique du burn-out. Sachant que ce syndrome s'avère en réalité plus complexe et décrit à travers un processus qui compte différentes dimensions. Donc, on parlait de l'épuisement émotionnel tout à l'heure, hein, c'est ce que on en parlait un petit peu. Donc là, c'est la première dimension, c'est la dimension la plus importante, la plus centrale. On parle effectivement d'une fatigue extrême, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, en termes de ressenti, c'est vraiment l'impression d'être vidé, quoi, de ne plus avoir de ressources et de ne pas arriver à remonter, quoi, de ne pas arriver à monter la pente. Sachant qu'effectivement, c'est une fatigue extrême, hein, qui s'installe petit à petit, hein, et qui n'est pas résolue, je dirais, par les repos habituels. C'est pas parce que vous partez en week-end ou en vacances que ça ira mieux après, quoi. Globalement, c'est vraiment une fatigue qui s'installe et qui devient vraiment chronique. La deuxième dimension, c'est le cynisme vis-à-vis du travail. Effectivement, là, c'est une personne qui va avoir tendance à se détacher, à se désengager, avoir une attitude négative vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis de ses encadrants, vis-à-vis des clients. Progressivement, c'est une personne qui va se désengager, voilà, que ce soit de la structure, des objectifs, qui va petit à petit se déshumaniser, enfin voilà, qui va vraiment petit à petit s'isoler. Donc voilà, c'est vraiment une autopréservation, hein, pour effectivement éviter d'être confronté à ces situations de difficulté. Et la troisième dimension, effectivement, on a la diminution de l'accomplissement personnel. Donc là, on est sur une dévalorisation de soi qui se traduit à la fois pour l'individu, par le sentiment d'être inefficace, de ne pas être à la hauteur du poste, par exemple. Sachant que malgré tous les efforts, hein, que la personne peut essayer de mettre en place, généralement, elle se trouve dans une impasse, qui sont compliquées d'aller au-devant. Alors, effectivement, il y a aussi, on en reparlera tout à l'heure, il y a aussi des éléments un petit peu personnels, hein, qui peuvent rentrer en jeu. Il n'y a pas que des facteurs en lien effectivement avec l'entreprise, mais il y a aussi quelques éléments un petit peu personnels. Ça, on en parlera un petit peu après. Donc voilà, je dirais pour résumer, le burn-out est un syndrome à 3 dimensions où effectivement on a une érosion de l'engagement. Donc il y a un épuisement, donc il y a moins d'engagement, du sentiment, donc voilà, le cynisme qui s'installe, et de l'adéquation entre le poste et le travailleur. Dans les cas le plus extrêmes, effectivement, le travailleur peut se trouver dans un état physique et psychique tel qu'il ne peut plus poursuivre son activité. Ça peut être vécu comme une rupture, un écroulement, en fait. On est vraiment sur des signes, sur une chute vraiment complète. Donc, c'est quelque chose qui s'installe au fur et à mesure, hein. C'est pas quelque chose qui vient comme ça du jour au lendemain. Mais voilà, ça a une fin, enfin, voilà, ça peut aller très loin. En termes de symptômes, par rapport aux symptômes, donc j'en ai évoqué un petit peu tout à l'heure, hein, en début de présentation, ça peut être des symptômes qui se manifestent de manière émotionnelle. Donc là, la personne, par exemple, va ressentir de l'irritabilité, de l'hypersensibilité. On va avoir l'impression que la personne, voilà, perd son contrôle par rapport à ses émotions. On va avoir une expression émotionnelle beaucoup plus importante, exacerbée. Ça peut être une humeur triste, un manque d'entrain, une hypersensibilité. Enfin voilà, c'est vraiment les émotions qui sont mises à mal à travers ces manifestations. Ça peut être des manifestations physiques, forcément, avec donc c'est souvent les plus fréquentes et celles qui apparaissent effectivement assez rapidement. Donc ça peut être la prise de poids, les troubles du sommeil, les tensions musculaires, les nausées, des céphalées, voilà, c'est des vertiges aussi, des nausées. On peut avoir des manifestations cognitives, donc là c'est plus tout ce qui va être retentissement des capacités de traitement de l'information.
Par exemple, ça peut être diminution de la concentration, de la difficulté à réaliser plusieurs tâches à la fois, à nuancer, à prendre des décisions, par exemple. Ça peut être des erreurs, le fait de faire des oublis, etc. Des manifestations comportementales également. Donc là, ça peut être un repli sur soi, le fait de s'isoler, le fait d'avoir des comportements agressifs, parfois violents, qui peuvent traduire une diminution de la tolérance à la frustration qu'il ressent. Donc là, effectivement, c'est une personne qui sera peut-être moins enclin à l'empathie, peut-être moins dans les échanges, etc. Et voir effectivement, je vous disais, voilà, l'isolement, hein, ça peut aller jusqu'à l'isolement, ça peut être vraiment avoir des comportements addictifs également. Donc voilà, tout ça, c'est des petits signes qu'il faut, alors que ce soit pour vous, pour les autres, hein, essayer d'être vigilant et qui parlent vraiment d'eux-mêmes. Et les derniers, effectivement, manifestations motivationnelles, là où effectivement la personne va être beaucoup moins engagée dans son activité, sera moins motivée, peut-être une baisse des valeurs, va pas forcément aller au bout des choses. Enfin voilà, c'est vraiment une répercussion, je dirais, motivationnelle et d'engagement vraiment dans l'activité. Sachant que ces symptômes ne sont pas forcément propres au burn-out, hein, forcément, ça peut être des symptômes qui peuvent caractériser d'autres problématiques. Ça peut être une exposition à d'autres facteurs de risque psychosociaux qui peuvent s'apparenter à des symptômes de stress chronique ou des symptômes effectivement. Donc, ce qui rend la tâche d'autant plus compliquée, effectivement, dans le sens où ça peut être l'exposition à d'autres difficultés. Alors, il y a différents outils. Alors, forcément, tout le monde n'est pas équipé de ces outils, hein, je vous fais pas dire. Mais voilà, donc déjà, il y a l'observation clinique qu'on peut faire effectivement dans le cadre du burn-out, surtout sur des personnes qu'on côtoie régulièrement. On peut voir une évaluation de son comportement, de son attitude. Après, effectivement, quand on rentre un peu plus soit dans l'étude vraiment d'un service ou voilà d'une entreprise quand on sait qu'il y a des difficultés, ou alors vraiment d'une observation, une mesure plutôt clinique, plutôt personnelle. Il y a des outils qui existent, notamment il y a le questionnaire de Maslach, donc le MBI, ce qu'on appelle MBI, le Maslach Burnout Inventory, qui a pour but de repérer les phénomènes de dégradation du rapport subjectif au travail. Comme on le dit effectivement, l'idée, c'est vraiment la perception que la personne a par rapport à son travail, par rapport aux ressources qu'elle a pour pouvoir réaliser son activité. On est vraiment dans le rapport subjectif, c'est-à-dire très personnel. Et donc, ce questionnaire est vraiment là-dedans. Et il permet effectivement l'expression des difficultés. Voilà, donc c'est vraiment un outil qui est qui est validé, qui est utilisé très couramment aujourd'hui, qui est décliné en 2 versions. Il y a une première version pour tout ce qui est profession spécifique, profession d'aide et de soins, d'enseignement, formation. Et on a des questionnaires pour une population plutôt générale. Voilà, généralement, c'est un questionnaire qui est utilisé plus, lui, à titre collectif, comme je disais, à la hauteur d'un service ou d'une entreprise. Après, il y a d'autres outils, il n'y a pas que celui-ci. Il y a par exemple le Copenhagen Burnout Inventory, qui, lui, est une auto-évaluation qui permet l'exploration des 3 dimensions principales qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Il y a des tests aussi sur l'épuisement émotionnel, physique et mental. Enfin voilà, aussi on a des questionnaires qui permettent d'évaluer l'épuisement et le désengagement aussi. Voilà, il y a plein d'échelles. Après voilà, tout le monde n'est pas en capacité forcément de les utiliser, mais sachez que voilà, il y a des outils qui peuvent le faire. Voilà, pour permettre d'évaluer un petit peu ce niveau-là. Alors, voilà la définition, voilà un peu comment on le mesure. Quelles sont les causes du burn-out? Alors, le syndrome d'épuisement professionnel, donc on va parler en fait, en parlant là aujourd'hui du burn-out, provient de la rencontre entre un individu et une situation de travail dégradée. Alors, par rapport à l'individu, on en parlera un petit peu plus en détail, mais c'est vraiment une rencontre en fait entre un individu, ses caractéristiques, sa personnalité, son sentiment à un instant T et une situation de travail qui est considérée comme dégradée ou tout au moins ayant des impacts sur la perception de l'individu. Donc il y a des facteurs liés au travail et dus aux caractéristiques liées à l'individu. Par rapport aux caractéristiques liées au travail,
Alors là, du coup, il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à l'émergence des RPS, donc risques psychosociaux et donc du burn-out. Ces facteurs ont fait l'objet d'une classification qui date, alors notamment, on part effectivement aujourd'hui de manière assez commune sur le rapport Golac qui a été élaboré en 2011 par le Collège d'expertise, qui effectivement a été mandaté pour vraiment parce que pour trouver une corrélation en fait, parce que entre tous les professionnels, les approches étaient différentes, complémentaires sur le burn-out. Et là, l'idée était de regrouper plusieurs professionnels pour travailler sur un rapport commun. Et ce rapport a identifié des caractéristiques qui peuvent être liées au travail et engendrer effectivement des répercussions de l'ordre des risques psychosociaux. Alors, on parle de l'exigence au travail, où effectivement là, on est plus sur tout ce qui est intensité, temps de travail, c'est-à-dire délai. Est-ce que les objectifs sont réalisables? Est-ce que les horaires sont corrects? Est-ce que la charge de travail par rapport aux horaires est correcte? C'est vraiment, est-ce que les objectifs, les moyens, tout ça, c'est en adéquation. C'est vraiment cet aspect-là. Ensuite, on a l'exigence émotionnelle, où là, c'est vraiment, est-ce que une relation, parce que est-ce que votre travail est chargé émotionnellement? Est-ce que vous avez, par exemple, des contacts difficiles avec du public? Est-ce que vous êtes sujet à des violences dans le cadre de votre activité? Des violences verbales, ça peut être des propos, des insultes, ou alors des violences physiques aussi, forcément. Ça peut être le fait d'afficher vis-à-vis du public des émotions en contradiction avec son ressenti. Par exemple, des personnes qui doivent toujours avoir le sourire, alors qu'en fait, forcément, elles peuvent ne pas être bien dans leur activité, ou bien, donc du coup, on va leur demander d'être en contradiction par rapport à ça. Donc ça demande une exigence émotionnelle, ou un client, par exemple, qui suscite un certain énervement. Alors, il faut rester courtois, très sympa. Ça met en fait en porte-à-faux, ce qui peut effectivement engendrer une exigence émotionnelle importante. Un autre facteur, c'est le manque d'autonomie et de marge de manœuvre. Donc là, effectivement, on est sur le fait de pouvoir ou pas être autonome dans son activité. Est-ce que j'ai la capacité de décider, de prendre des décisions, d'organiser mon agenda? Est-ce que j'ai des capacités de choisir ma manière d'opérer, mes outils de travail? Est-ce que j'ai des marges de manœuvre, la capacité de pouvoir décider, prendre un petit peu de décision par rapport à ma propre activité? Alors l'idée, c'est pas de laisser tout faire, et c'est vraiment donner, par exemple, avoir un objectif précis et de donner une certaine autonomie dans la façon de réaliser cet objectif, par exemple. Donc, on a également les rapports, les mauvais rapports sociaux, relations au travail. Donc là, ça va être vraiment, comme on l'indique, la qualité des rapports envers que ce soit en interne, je dirais, au niveau des collègues, mais ça peut être aussi à l'extérieur, ça peut être vis-à-vis des clients, vis-à-vis des fournisseurs. C'est vraiment la relation avec l'encadrement, la relation avec le collectif de travail. Est-ce que on est plutôt solidaire ou pas? Est-ce que on est souvent confronté à des agressions? Est-ce qu'on se respecte? Est-ce que on est reconnu? C'est vraiment ces rapports sociaux et relations au travail. On a conflit de valeurs et qualité empêchée. Alors ça, c'est important. C'est vraiment ne pas avoir ou perdre le sens de son travail, ne pas en trouver, ne plus en trouver, avoir l'impression de faire un travail inutile. Ça peut être provoqué ou amplifié par le fait, effectivement, de ne pas pouvoir échanger avec les collègues ou l'encadrement sur les objectifs, par exemple, ou ne pas avoir la possibilité de réaliser une activité de manière complètement qualitative, je dirais. C'est-à-dire, oui, mais en fait, on me demande de faire ça, mais j'ai pas le temps de le faire, du coup, je le fais qu'à moitié, et en fait, ça me plaît pas. Voilà. Ça, je veux dire, ça va un petit peu, mais au bout d'un moment, c'est compliqué, ça devient compliqué de ne pas pouvoir faire tel qu'on aimerait bien faire et ne pas pouvoir faire du travail de qualité. C'est prenant et ça peut effectivement petit à petit engendrer des risques importants. Et donc la dernière dimension qui est l'insécurité de la situation de travail, où là effectivement on parle d'une insécurité plutôt socio-économique, par exemple à la peur de perdre son activité, les retards de paiement du salaire par exemple, la précarité d'un contrat, des changements. On sait très bien qu'il va y avoir des changements, alors on ne sait pas lesquels. C'est vraiment une insécurité vis-à-vis de la situation, de l'organisation et de la vie de l'entreprise de manière générale.
Donc ça, c'est pour les caractéristiques, je dirais, liées au travail, effectivement. Donc ça a été bien identifié aujourd'hui et c'est bien, voilà, bien classifié. Et effectivement, après, c'est important de parler des caractéristiques personnelles. Alors, il y a forcément alors, par exemple, le lien, dans un premier temps, ce qui est important de noter, c'est que le lien entre, par exemple, épuisement professionnel et, par exemple, genre, âge, niveau d'études, n'est absolument pas établi. Voilà, c'est pas forcément, il n'y a pas telle personne qui est plus sujet à faire des RPS, du burn-out parce que c'est une femme ou parce que c'est son âge. Non, clairement, ça va quand même c'est quand même beaucoup plus posé, beaucoup plus sensé. Il y a des traits quand même de personnalité qui montrent, enfin, il y a des études qui montrent quand même une corrélation entre le trait de personnalité par rapport à la survenue de l'épuisement professionnel. Alors, c'est notamment tout ce qui va être l'instabilité émotionnelle, par exemple. Donc là, c'est la tendance à percevoir, construire ou ressentir la réalité et les événements comme menaçants, pénibles ou problématiques. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir tendance peut-être à être touché émotionnellement de manière assez importante, ou se sentir menacé, etc. Et le caractère consciencieux. Donc, ces deux, je dirais, caractéristiques de personnalité peuvent avoir des effets sur l'apparition ou pas du burn-out et sur de l'épuisement professionnel. Après, il y a aussi, ce qui est important à dire, c'est l'importance aussi qu'on accorde au travail. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement très important. Donc, on n'est pas sur le lien de la personnalité, on est vraiment sur la valeur, sur l'importance du travail dans nos vies. Et effectivement, plus quelqu'un va s'investir, plus quelqu'un va avoir va accorder un sens important à son travail, va avoir des valeurs importantes à son travail, plus effectivement, ça va s'entraîner, ça va se démontrer par un engagement fort, généralement dans l'activité, pour se sentir utile, pour se sentir accompli, parce que c'est comme ça. Et du coup, effectivement, c'est une personne qui a peut-être d'autant plus touchée par effectivement des facteurs de risque. Et forcément, plus on a une exposition prolongée à ces facteurs de risque, plus il y a de chances de développer des risques psychosociaux, du burn-out ou d'autres problématiques. Donc, il y a quand même, même si toutes les caractéristiques ne sont pas en lien avec est-ce que je suis plus ou moins sujet avec le burn-out, il y a quand même des traits de personnalité où vraiment l'engagement, l'importance qu'on accorde à son activité qu'il est. Effectivement, plus on est impliqué dans son travail, plus on va effectivement mal vivre le fait de, par exemple, de ne pas pouvoir faire bien. C'est logique, mais effectivement, c'est fondé. Donc, effectivement, à terme, l'exposition prolongée à un facteur de RPS peut effectivement déclencher les symptômes, les manifestations et les difficultés. Alors, bien que les facteurs de risque, bien qu'en termes de facteurs de risque, stress chronique et syndrome professionnel soient assez proches, ça reste deux notions complètement différentes. Dans le sens où effectivement, le stress chronique, on va par exemple avoir la capacité de peut-être de s'engager encore, le déséquilibre ne sera pas encore trop important. Par contre, quand on parle de syndrome d'épuisement, là, on est vraiment sur un déséquilibre complet, trop important en fait, pour éviter, pour que la personne puisse ressortir en fait de cette situation sans que ce soit pris en compte. Il faut vraiment que ce soit pris en charge, que ce soit médicalement, pour pouvoir ressortir de cette situation. Donc, on a vraiment ces deux choses complémentaires, ces deux choses différentes à des stades différents. Même si les facteurs de risque sont similaires, c'est la répercussion qui ne l'est pas. L'engagement effectivement au travail, c'est-à-dire qu'une personne qui a un stress chronique arrive quand même encore à s'engager dans son activité globalement. Quand on est sur du syndrome d'épuisement professionnel, la personne n'est plus en capacité. C'est vraiment un déséquilibre trop important. Sachant qu'au jour d'aujourd'hui, l'épuisement professionnel est officiellement reconnu. Ça a mis du temps, mais effectivement, depuis 2019, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a franchi une étape importante en la classant comme diagnostic médical, en incluant la classification internationale des maladies en lien avec le burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel.
Donc voilà, il y a une avancée importante à ce niveau-là. Alors pour resituer un petit peu ce que je disais depuis tout à l'heure, effectivement, on a effectivement le burn-out est à la croisée de l'engagement dans le travail. Parce qu'effectivement, on a facteurs liés au travail et les facteurs liés à l'individu, dont l'engagement dans le travail, qui effectivement, s'il y a une absence de régulation, peut entraîner un stress chronique ou un syndrome d'épuisement professionnel, et effectivement, qui se définissent par les mêmes symptômes. C'est pour ça que je vous dis, tous les symptômes ne veulent pas forcément dire épuisement professionnel. Donc, c'est important d'être vigilant là-dessus, de bien avoir conscience et de savoir qu'on peut arriver à des niveaux différents. Alors, comment le prévenir? Alors, s'informer, se former, alors veiller à sa charge de travail. Alors, en fait, la prévention des RPS, pour moi, elle intervient à différents niveaux, que ce soit au niveau de la personne, de l'individu, mais aussi de l'entourage, un proche, que ce soit des managers proches, directs, que ce soit des RH, ou que ce soit effectivement des services de santé, par exemple, qui sont là effectivement aussi pour veiller à ce que la santé et la sécurité au travail soient maintenues. Mais effectivement, aussi, alors après, il y a différentes pistes, hein, donc on en reparlera un petit peu tout à l'heure par rapport aux professionnels qu'on peut consulter ou solliciter en cas de si vous vous retrouvez en situation de difficulté. Mais une première chose, effectivement, ça va être l'information. Déjà, savoir ce que c'est, savoir où on en est, c'est important, se former. Veiller à votre charge de travail, c'est-à-dire que si vous voyez que ça commence à être un peu compliqué, ne pas hésiter à en parler. En fait, il faut être vigilant par rapport à ça pour éviter d'être dans une situation de non-retour, quoi, tout simplement. Garantir un soutien social, c'est-à-dire effectivement, plus vous êtes entouré, plus vous en discutez, plus vous parlez de vos difficultés, peut-être qu'au final, vous n'êtes pas seul, peut-être que vous pouvez trouver de l'aide directement ou indirectement. Donc voilà, ne pas hésiter à donner, solliciter des marges de manœuvre, s'assurer que d'une juste reconnaissance du travail aussi, donc c'est quelque chose que vous pouvez échanger auprès de vos responsables, de vos encadrants, discuter des critères de qualité au travail. Donc, en fait, vous avez donc une possibilité, alors avant que ce soit une situation trop difficile, mais vous avez la possibilité d'essayer d'être vigilant. En tout cas, je vous dis que ce soit pour vous, pour vos collègues ou pour vos proches, de commencer un peu à identifier différents symptômes ou un changement de comportement ou un changement d'investissement dans l'activité. C'est important, clairement. Plus tôt c'est identifié, plus facile c'est facile d'en sortir et plus facile est la prise en charge. Donc ça, c'était vraiment la définition du burn-out. Ça c'est vraiment la première notion. Après, on a le bore-out. Le bore-out, effectivement, donc on va voir pareil, on va parler un petit peu de la définition, de l'origine, des risques. Est-ce qu'il y a un profil type? Quelles sont les stratégies de contournement et pour en sortir. Donc le bore-out fait partie aussi des éléments un peu connus aujourd'hui. Effectivement, là, on est plus sur, même si c'est moins médiatisé quand même, effectivement, c'est révélateur aussi d'une époque qui évolue avec un monde du travail qui est aujourd'hui en capacité de générer du stress par le trop, mais aussi par le pas assez d'activité. Et là, on est en plein dans le burn-out. Effectivement, c'est une notion qui a été identifiée en 2007 pour la première fois, où on parle d'un ennui, globalement un ennui au travail, qui est conceptualisé donc comme un état émotionnel désagréable, de faible stimulation et d'insatisfaction engendrée par la situation de travail qui n'offre pas assez de sollicitations. Donc là, on parle de manque de travail, on parle d'ennui. C'est une souffrance psychique, effectivement, qui, si elle est durable, peut être vraiment impactante et avoir des conséquences vraiment très, très importantes. Donc, effectivement, ça peut être un manque d'objectifs, ça peut être donc petit à petit, ça peut être un manque de défis, un manque d'objectifs qui va petit à petit faire en sorte que la personne va se désengager, pareil, de son emploi, va se désintéresser. En termes de raisons, les différents facteurs de cause, ça peut être par exemple, une routine monotone et persistante, une activité qui est trop répétitive, ça peut être donc des tâches répétitives, des compétences requises aussi qui sont inférieures au poste. Des compétences pour le poste qui sont inférieures à celles dont vous avez réellement les capacités. Si effectivement vous êtes, je dirais, plus compétent que la tâche qu'on vous demande, ça peut être sur le court terme quelque chose qui ne dérange pas, mais sur quelque chose qui est sur le long terme, quelque chose qui peut être gênant. Une mise au placard délibérée de l'employeur,
ou des conflits, des difficultés relationnelles avec des hiérarchies, pareil, et des collègues. Ça peut être un manque d'objectifs, de challenge, une surqualification par rapport au poste, donc ça revient un petit peu aux compétences, et aussi l'impossibilité d'évoluer professionnellement, qui est effectivement une des causes reconnues comme pouvant être à l'origine du burn-out. Le marché du travail actuel, comme je disais tout à l'heure, associé à la complexité du code du travail ainsi que toutes les réorganisations, sont des facteurs déterminants qui participent à l'émergence de ce phénomène. Effectivement, par exemple, vous avez des structures qui se réorganisent régulièrement, donc on ne sait pas ce que ça va être, on ne sait pas ce que ça va donner, des missions qui se redonnent, qui sont données à un tel, enfin vous perdez un peu vos missions. Enfin c'est des éléments qui peuvent être importants dans l'apparition du burn-out. On parle de 3 ruptures, effectivement, rupture du temps, rupture dans l'espace, des frontières du métier. Le rupture du temps, ça va être tout ce qui est rythme des activités quotidiennes, quand vraiment une personne qui a trop de temps, en fait, qui n'a pas assez d'activité, de charge de travail par rapport au temps. Rupture dans l'espace, donc là, c'est l'organisation. Et rupture des frontières du métier, donc là, c'est le périmètre des compétences. Donc c'est vrai que voilà, il y a certaines entreprises, certaines administrations qui sont plus touchées que d'autres par rapport à ce phénomène-là, mais clairement, c'est quelque chose qui est bien présent. Alors, les risques associés au burn-out, donc les risques, pareil, ils sont multiples, il y en a plein. Donc, ça peut être les risques psychosociaux. Donc là, on a le regard des autres. Tiens, tu fais quoi? Voilà, c'est un risque. Risque organisationnel, effectivement, puisque c'est important pour l'entreprise d'essayer d'identifier un petit peu l'organisation du travail et dire, voilà, est-ce que mon organisation aujourd'hui est propice à une bonne répartition de la charge de travail, par exemple. C'est un risque professionnel métier, dans le sens où, effectivement, le niveau de formation des personnes peut ne pas être adapté. Donc, c'est un risque, en fait, qui engendre du burn-out. La perte de repères, avec les fusions, les réorganisations, les rapprochements. Souvent, on perd un peu de sens. On ne sait plus trop quelle est la valeur vraiment de l'entreprise, quels sont ses objectifs, pourquoi on se bat, etc. Enfin, voilà, ça peut être un repère de sens. Le placard, on en parlait tout à l'heure, et le fait de se sentir invisible, c'est-à-dire le fait de ne pas être reconnu. Voilà, c'est vraiment les tabous, les doutes, les ruminations. Voilà. Donc ça, c'est des risques vraiment qui peuvent être à l'origine du burn-out. Par rapport au profil type, on ne peut pas forcément faire de profil type par rapport à cette thématique-là, sachant qu'il y a vraiment 3 causes, 3 racines en fait, vraiment 2 causes. Donc on parlait de l'organisation, du savoir-faire et des motivations. Donc ça, c'est vraiment les 3 éléments importants, sachant qu'effectivement, généralement, il y a toujours une histoire personnelle. Ça peut être aussi des personnes qui sont déjà qui ont peut-être une estime de soi peut-être un peu moins importante, ou qui ont peut-être une personne qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin de faire des choses, qui a besoin d'être stimulée. Donc il y a des caractéristiques, je dirais, personnelles, mais après c'est difficile de toutes les nommer. Mais effectivement, il y a des éléments, je dirais, qui peuvent être plus ou moins développer une pathologie ou pas chez une personne. C'est comme le burn-out, il y a des personnes ou pour tout type de risque professionnel, 2 mêmes personnes sur la même situation vont la vivre différemment. Donc, effectivement, on n'a pas forcément la même risque, je dirais, d'être touché par ces situations. Sachant que la souffrance issue du burn-out est quand même plus difficile, beaucoup plus subtile à identifier, car souvent elle est mal assumée par la personne. On va pas forcément oser dire que on n'a pas assez d'activité. On va pas forcément oser dire que on fait cette activité-là et pas celle-là. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil. Les stratégies de contournement pour éviter les effets négatifs liés à l'ennui. Alors après chacun il voit un petit peu, mais bon globalement la première étape c'est la rationalisation. On tente de rationaliser, mais ça va qu'un temps généralement. En deuxième temps, on essaie de faire preuve de créativité, donc on essaie d'élaborer des stratégies d'évitement pour contourner l'ennui. Donc ça peut être occuper le temps, trouver d'autres activités, aller ranger des affaires, aller archiver dans d'autres affaires, etc. Mais c'est pareil, ça va qu'un temps. Passer ce stade-là, on est sur une stratégie de contournement qui est beaucoup plus importante et qui effectivement
pardon, va aller sur tout ce qui va être là, quand la personne, par exemple, prend la décision de traiter des affaires personnelles sur son poste de travail, là, on est vraiment sur un point, je dirais, de situation vraiment pour arriver à éviter une situation de souffrance ultime. Donc, l'idée, effectivement, c'est d'en parler. Voilà, les relais de proximité, c'est vraiment, si on peut déjà, dans un premier temps, essayer de voir en interne ce qui peut être fait au niveau de vos managers, vos services RH, pour effectivement prévenir, sensibiliser, voilà, prévenir. Tout le monde je dirais, la prévention ne se fait pas dans toutes les entreprises. Tout le monde n'a pas forcément le regard. Donc, n'hésitez pas hésiter à aller expliquer vos difficultés, alors quel que soit le syndrome. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut pas hésiter à en parler. Alors, la dernière notion que je voulais aborder avec vous, c'était le burn-out dans le cadre de l'épuisement professionnel. C'est un sujet qui est beaucoup plus récent, qui a été évoqué effectivement pour la première fois en 2013 par l'anthropologue américain David Graeber, qui effectivement a sous le prisme des bullshit jobs, qui parlait du risque des métiers inutiles. Donc là, on est vraiment sur la notion de perte de sens. Quand le travail ne fait plus sens, en fait, simplement, quand la personne ne se reconnaît pas, ne trouve plus de sens à son activité. Donc, effectivement, on peut avoir ce symptôme-là. C'est la pathologie du sens, ce que je disais, c'est la perte de courant, la perte de tension. On a l'impression de faire un travail qui n'intéresse plus, ou qui nous paraît absurde et sans intérêt. Cause principale, la compréhension des finalités et des objectifs, par exemple. C'est des personnes qui vont pas forcément se reconnaître dans les valeurs, qui vont pas trouver le sens dans leur travail. Ça peut être par exemple une perte, une incompréhension par rapport aux objectifs, une incompréhension du monde, de l'entreprise dans le positionnement, etc. Suis-je concernée? Alors, différentes questions que vous pouvez vous poser par rapport à ça. C'est par exemple, est-ce que le travail que vous effectuez vous satisfait? Est-ce que vous comprenez la finalité de vos actions? Est-ce que vous savez que vous faites malgré tout partie d'un ensemble, mais que votre tâche a tout à fait l'intérêt dans l'ensemble de l'activité? Est-ce que vous vous sentez en cohérence avec la politique de l'entreprise? Voilà, c'est des questions que vous pouvez vous amener à vous poser. Peut-être que vous vous sentez en inconfort aujourd'hui par rapport à votre activité et vous avez peut-être en fait des réponses à travers quelques-unes de ces questions ou quelques éléments qu'on a pu évoquer aujourd'hui, sachant que pareil, c'est un symptôme c'est un concept qui entraîne une souffrance au travail, qui entraîne au même risque au même titre que les autres risques, des risques d'erreur, d'oubli, alors des risques pour la santé de la personne, une fatigue, etc. C'est les mêmes conséquences. Quand le travail n'a plus de sens. Et oui, c'est possible. Alors, différentes possibilités pour vous en sortir. Alors, effectivement, demander conseil aux professionnels de santé et de l'accompagnement. Alors, quels que soient les symptômes quelles que soient les notions qu'on a pu évoquer tout à l'heure, globalement, dans le cadre, quand on parle d'épuisement professionnel, vous avez différentes possibilités d'en parler. Donc, je disais tout à l'heure d'en parler en interne. C'est possible. Vous pouvez des fois avoir l'oreille, je dirais, attentive en interne, donc auprès des managers, des RH, auprès des représentants CSE, par exemple, de tout ce qui est représentant du personnel, si vous en avez. Après, vous avez aussi tout ce qui va être les conseils du CEP, mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Vous avez aussi la possibilité d'évoquer effectivement ces difficultés-là. Et après, ce qui est aussi très important, c'est les services de santé au travail. Il ne faut pas les oublier. Les services de santé au travail ont un rôle aujourd'hui, effectivement, de prendre en charge tout ce qui va être santé et sécurité dans le cadre de l'entreprise, avec un accent prioritaire sur tout ce qui va être prévention des risques professionnels. Vous n'avez pas que les médecins du travail, vous avez aussi aujourd'hui des infirmiers, vous avez des chargés de prévention, vous avez des psychologues du travail ou pas, ou des psychologues cliniciens. Vous avez un ensemble de professionnels qui sont là pour pouvoir écouter, prendre en compte toutes ces problématiques-là. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de passer par l'employeur pour prendre un rendez-vous ou pour contacter un service de santé. Vous pouvez le faire directement vous-même, sans en parler forcément à votre employeur. Alors, je sais que tout le monde n'est pas au courant, mais sachez que vous avez cette possibilité et que clairement, ils sont là pour vous aider.
Donc voilà, de toute façon, le sens au travail, c'est une notion très importante qui touche le burn-out, mais qui touche aussi le burn-out. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et clairement, aujourd'hui, si vous vous retrouvez pas dans votre activité, si vous vous sentez en difficulté, soit psychologique ou physique, il faut absolument pas ne pas hésiter. Il faut plutôt ne pas hésiter à en parler. Ou alors rester vigilant par rapport à vos collègues ou par rapport à vos proches pour identifier un petit peu les symptômes, des difficultés voilà, qui pourraient émaner. Alors, les personnes n'en ont pas forcément conscience quand ça arrive. Donc voilà, c'est bien d'aider, de planifier, de regarder, d'être attentif. Sachant qu'aussi depuis peu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, vous avez les premiers secours en santé mentale. C'est via l'association du coin santé mentale. Vous avez des personnes qui sont... Alors, c'est n'importe quelle personne. Il n'y a pas de forcément salarié, pas salarié. Enfin, n'importe quel type de personne peut se former et être premier secours en santé mentale. C'est vraiment des personnes qui sont formées pour pouvoir identifier, diagnostiquer, je dirais, un premier niveau de relais pour pouvoir identifier ces syndromes, ces difficultés en lien avec la santé mentale. Donc, effectivement, vous pouvez consulter leur site internet. Vous avez la liste des personnes qui sont formées, identifiées en tant que telles. Donc, ça fait partie aussi des recours aujourd'hui que vous avez la possibilité de mobiliser. Un autre acteur, effectivement, donc qu'on peut mobiliser dans le cadre des difficultés, dans le cadre de l'emploi, c'est le conseil en évolution professionnelle. Où effectivement, le CEP, donc CEP, un conseil en évolution professionnelle, est un premier appui, un premier conseil, un premier interlocuteur que vous pouvez mobiliser en tant que salarié indépendant pour faire le point sur la situation professionnelle. Vous avez la possibilité d'échanger dans le cadre effectivement d'un projet ou pas. Vraiment, ça peut être une question d'évolution de compétences, ça peut être une question de difficulté au travail, ça peut être une question de vraiment tout ce qui est en lien avec l'évolution et la transition professionnelle. Donc, c'est un service qui est gratuit, qui est confidentiel. Il n'y a aucune transmission des informations auprès de votre employeur, ni de quiconque. Le conseil est neutre, accessible pour tout le monde. Et l'idée, effectivement, étant d'être forcément impartial. Alors, pour qui peut mobiliser le CEP? Donc, ça, peut-être que vous le savez ou pas. Mais effectivement, donc c'est tous les salariés du secteur privé et des travailleurs indépendants. Vous avez également donc les cadres avec la PEC, les demandeurs d'emploi avec le Pôle emploi. Pour les personnes moins de 26 ans, c'est les missions locales. Et les personnes en situation de handicap, ça va être le Cap emploi. Donc, pour les salariés du secteur privé et un travail indépendant, vous avez plusieurs cabinets, je vous dis, qui sont habilités et référencés par France Compétences sur l'ensemble du territoire. L'objectif du CEP est de vous accompagner dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie qui peut varier en fonction des situations, forcément, mais qui peut avoir pour objectif l'évolution professionnelle, je vous disais, le développement des compétences. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de personnes qui étaient surqualifiées par rapport à leur poste ou des personnes qui veulent faire autre chose parce qu'elles n'ont plus de sens dans leur travail, parce que, voilà, elles veulent, alors, que ce soit une mobilité interne ou externe, après, il n'y a pas d'obligation, mais vraiment, c'est vraiment le développement des compétences, la reconversion et la transition professionnelle, la reprise de la création d'activité, la certification professionnelle ou la mobilité. Donc, la reprise et la création d'entreprise en fait partie aussi sur tout ce qui va être projet en lien avec ça. Alors, comment ? C'est un conseil individualisé et adapté qui permet donc d'exprimer sa demande et son besoin, d'avoir accès à un premier niveau d'information sur les métiers, l'offre de formation, l'environnement professionnel, les dispositifs de formation par exemple. Vous pouvez être accompagné sur l'identification des démarches, sur la réalisation des démarches, par exemple pour vous inscrire sur des actions de formation, pour faire des demandes de dossiers de financement, etc. Donc, ça permet d'accéder aux informations que vous avez besoin pour élaborer et analyser la faisabilité de votre projet et construire un plan d'action pertinent et être accompagné dans sa mise en œuvre. Pour les employeurs, il ne faut pas hésiter, alors en tant qu'employeur également, à mobiliser tout ce qui va être par rapport à tout ce qui va être question en qualité de vie, conditions de travail, RPS, dialogue social, égalité professionnelle. C'est des thématiques à travers lesquelles vous pouvez être accompagné par l'ARACT, donc l'ANACT. Maintenant, c'est vraiment, ils ont des chargés de mission qui interviennent directement dans les entreprises et qui vous accompagnent
qui ont vraiment des outils, qui ont vraiment vraiment des boîtes à outils vraiment très complètes et qui viennent vous accompagner dans l'élaboration de ces démarches auprès de votre entreprise. Donc, ne pas hésiter à les mobiliser. C'est vraiment un recours très important où, comme je disais tout à l'heure, les services de santé qui sont aussi là pour vous accompagner. Et donc, comment retrouver les conseillers CEP? Vous avez la possibilité donc directement sur le site www.mon-cep.org, alors /région, en fonction des régions. Et vous avez accès, vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous assez facilement et de trouver le conseiller le plus proche de chez vous qui peut vous répondre aux questions que vous pouvez vous poser dans le cadre d'un conseil en évolution professionnelle. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. J'espère que vous avez pu avoir j'espère que ça a répondu au moins à vos attentes, que ça vous a pu vous éclaircir un petit peu sur ces sujets-là, sachant que comme je vous disais, c'est pas en une heure qu'on va pouvoir se prétendre expert sur le sujet, mais ça peut vous amener sur des réflexions, sur des pistes d'intervention, sur des pistes de contact aussi, ou sur des sujets à approfondir davantage. J'imagine que vous avez eu pas mal de questions, donc je les ai pas vues en direct, donc on va regarder un petit peu ça. Alors donc on vous a fait publier le lien pour la présentation. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. J'espère que j'espère que ça vous aura permis d'avoir quelques informations. Donc, je vais essayer de reprendre un petit peu. Alors, j'avais une collègue également qui était là en back-office pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, je vais essayer de reprendre un petit peu. Je revois dans le chat, pour le burn-out, il y a aussi le syndrome de l'usurpateur. Mais oui, il y a énormément en fait de syndromes qui peuvent intervenir. Il y en a plein. Après, on ne peut pas tout citer en une heure, c'est pas possible. Mais effectivement, il y a énormément de choses qui gravitent autour du burn-out. C'est tellement complexe qu'il y a énormément de notions. Comment distinguer la dépression du burn-out? Ah oui, c'est des questions très intéressantes. Après, on ne peut pas forcément avoir la réponse là tout de suite parce que les manifestations peuvent être similaires. En fait, c'est vraiment dans l'analyse et dans le diagnostic que vous allez dire effectivement, est-ce qu'on est sur une... Alors, je ne peux pas dire ce mot, mais est-ce qu'on est sur une dépression ou est-ce on est sur un burn-out? C'est vraiment le diagnostic. Donc, je vous parlais des outils tout à l'heure, les outils, les questionnaires, les choses comme ça. Après, ça ne fait pas tout, ça fait pas tout. Le questionnaire, c'est un outil parmi d'autres choses. On ne pose pas le diagnostic du burn-out en 5 minutes. On est d'accord, c'est un diagnostic médical. La dépression fait partie en fait des symptômes du burn-out. Mais après, on peut être en dépression sans forcément être en burn-out. Ça peut être deux choses différentes. Peut-on construire un burn-out sur plusieurs années? Oui. Oui, il n'y a pas de limite de temps. C'est pas en 2 mois le burn-out. Je vous dis, ça peut passer sur des années, des personnes qui vont prendre des années pour X ou Y raison et qui, à un moment donné, vont décompenser. Comment savoir si mon burn-out ou notre travail ne nous convient pas? À part vous faire accompagner, c'est compliqué d'avoir les réponses à ces questions. Alors, vous avez des accompagnements. Alors, je vous ai parlé des différents acteurs. Vous avez aussi la possibilité de vous faire suivre à titre individuel auprès d'un médecin, auprès d'un psychologue, auprès d'un psychiatre pour pouvoir vous aider dans l'analyse de tout ça, de savoir effectivement est-ce qu'on est sur du burn-out, est-ce que c'est mon travail ou pas. Enfin, ça, c'est des questions qui méritent d'être approfondies et qui doivent faire l'objet d'une analyse beaucoup plus globale pour pouvoir y répondre. Voilà, parlez-en à votre médecin, il pose un diagnostic, effectivement. Ça reste médical. Qui peut donner ce questionnaire? Alors, il y a certains questionnaires qui sont réservés aux psychologues. Il faut vraiment avoir pour pouvoir l'administrer. Médecin du travail, effectivement, vous pouvez en parler. Ouais, vous avez dû le dire avant. Qui lit ce questionnaire pour l'interpréter? En fait, le questionnaire va jamais être passé par un RH, par exemple. Clairement, il faut que ce soit le service de santé qui est compétent pour le faire, ou alors des médecins ou des psychologues qui interviennent dans l'entreprise. Subjectif, objectif, lorsqu'une personne prend en charge le travail des 5 personnes personnellement.
Je regarde un petit peu. Je suis désolée, j'espère répondre à un maximum de questions, mais c'est compliqué de répondre à tout le monde. Mais en tout cas, je vois que vous avez été assez ouvert à la discussion. Le burn-out est très bien résumé ici. Merci beaucoup. Pas évident de trouver un soutien dans sa hiérarchie, bien qu'elle soit de plus en plus sensibilisée. Merci en tout cas pour vos petits mots, c'est très gentil. Ça me fait plaisir. Je reviendrai du coup. Merci aussi d'exister pour ceux qui souffrent. Vous avez surdonné confiance en moi par votre capacité d'écoute dans vos paroles. Merci. Écoutez, vraiment ravie si ça a pu vous sentir au moins écouté. Mais c'est vrai que l'écoute est importante. L'écoute est très importante. C'est pour ça, ne surtout pas rester seul. On se dit oui, c'est bon, ça va passer. Non, en fait, ça peut passer un temps, mais clairement, non, il faut absolument pas partir dans cette optique. Sortez de l'idée qu'il faut pas aller voir le psychologue, que ça sert à rien, que machin, qu'on va me juger. Non, je veux dire que ce soit un psychologue ou un autre professionnel, c'est important. On peut pas gérer tout seul. On n'a pas tous les outils, clairement. Et puis le fait d'être soi-même, on n'a pas le regard extérieur. Donc c'est compliqué. Alors, il y a une question intéressante. Peut-on poursuivre une entreprise au prud'homme après burn-out? C'est des questions qui sont très intéressantes et très difficiles à répondre. Il y a une question, je dirais une réponse juridique et une question, je dirais, d'humain. Tout dépend. Tout dépend, effectivement, parce qu'aujourd'hui, c'est reconnu. Donc, potentiellement, si c'est reconnu, alors attention, il faut vraiment que ce soit reconnu en tant que tel. C'est pas reconnu, c'est pas deux cases qui permettent de reconnaître que c'est du burn-out. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais effectivement, après, si c'est reconnu en tant que maladie professionnelle, ça peut engendrer des démarches. Comment prendre rendez-vous avec un service de santé au travail? Alors généralement, dans chaque... en fait, vous avez un service par département. Oui, c'est ça. Un service par département, sauf certaines régions comme la Touraine, je sais où il y a 2 services. Ah non, il n'y en a plus qu'un d'ailleurs. Maintenant, je dis ça, il n'y en a plus qu'un. Donc, généralement, vous regardez service de santé au travail dans votre région, vous mettez votre département, vous trouverez le service de santé. Chaque entreprise doit, c'est une obligation à partir de 1 salarié, adhérer à un service de santé. Donc, vous avez, logiquement, par définition, c'est le service de santé de votre département. Sinon, vous avez la possibilité de savoir auprès de vos responsables, soit des personnes qui gèrent un petit peu les RH ou des personnes de votre... Alors, c'est vrai, généralement, vous avez dû aller les voir lors de votre visite de prise de poste. Donc, généralement, vous pouvez savoir qui c'est, généralement. Et vous pouvez les contacter directement. Effectivement, ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas. On peut appeler, demander un rendez-vous sans forcément que l'employeur soit au courant. Tout à fait. Y a-t-il une différence entre burn-out et dépression nerveuse? Je l'ai répondu un petit peu à cette question tout à l'heure. Combien de temps pour répondre au travail? Il n'y a pas de réponse. Ça dépend des personnes, ça dépend auquel stade vous en êtes arrivé, ça dépend là où vous avez été touché, de comment vous avez été touché, de l'importance que vous accordez au travail. En fait, il n'y a vraiment pas de réponse brute de pomme à ces questions-là. C'est pour ça que vraiment l'accompagnement, quand on est vraiment dans des situations, on se pose des questions, il faut aller se faire accompagner parce qu'il n'y a pas de... C'est tellement subjectif. Pour la fonction publique, CEP possible. Alors, c'est directement auprès de vos RH. Ouais. CEP possible, ouais, que en interne auprès de la fonction publique. Nous, non. On ne peut pas recevoir aujourd'hui des CEP dans le cadre de la fonction publique, sauf pour les contractuels. Peut-on avoir de la documentation, ce que vous avez parlé, pour justement parler avec les RH, c'est faire de la prévention, car dans notre boulot, il y a aussi beaucoup de stress. Demandez à votre service de santé au travail. Je suis désolée de revenir toujours sur le service de santé, mais ils travaillent dur et ils ont des... Alors, je travaille pas en service de santé, mais pour les avoir côtoyés, ils ont vraiment des publications, ils ont des flyers, ils ont des documentations. Ils axent beaucoup sur tout ce qui va être prévention. Donc, ils ont beaucoup de documents. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Quand nous avons développé ces symptômes, sommes-nous plus sujets à rechuter? Tout dépend de l'analyse et tout dépend de comment vous en êtes. Alors, il y en a des personnes qui vont arriver à avoir justement pris conscience de tout l'enjeu, de ce qui s'est passé, d'avoir mis en place des actions correctives, entre guillemets, et qui vont être un peu plus forts derrière. D'autres qui vont avoir toujours cette sensibilité. Je pense qu'il n'y a pas de... Merci de bien vouloir noter l'association qui forme les sauveteurs de santé au travail. Je n'ai pas compris. C'est l'association en santé mentale. Vous les trouvez assez facilement sur Internet. Vous mettez premier secours en santé mentale.
et vous allez trouver le site des personnes. Rappelez où trouver ces informations, donc je viens de le dire. Il n'y a pas de numéro vert. Il y a sûrement un numéro vert, hein, j'avoue que là, je ne l'ai pas en tête. Premier secours en santé mentale. Regardez sur Internet, vous avez tout. Tout est axé sur le site. Pouvez-vous nous remettre la diapo? Oui, du coup, il est transmis. Peut-on cumuler burn-out et burn-out? Ouais, bah oui, c'est deux choses pour moi différentes. Le burn-out est plus axé sur le sens, le burn-out est plus sur l'ennui. Donc ça peut être effectivement. Peut-on solliciter le CEP suite à un burn-out quand on est un enseignant? Fonction publique, du coup, j'y ai répondu. J'ai été déboutée par l'APEC, Maison d'emploi pour une éventuelle reconversion. Ouais, bah, si vous êtes fonction publique, effectivement, l'APEC ne peut pas vous recevoir au titre du CEP. Que vous disiez, voilà, il faut approcher du service RH. Après 20 ans de stress, j'ai baissé le point et démissionné. J'ai appris 2 postes, mais 2 échecs. Je pense que demain, mais je suis en descente émotionnelle. Comment être aidé? Ben là, aujourd'hui, vous êtes demandeur d'emploi, si j'ai bien compris. Donc, vous avez aussi auprès des pôles emploi des psychologues. Alors, à voir s'ils peuvent vous recevoir ou vous transmettre des coordonnées de personnes pour vous faire accompagner. Sinon, médecin traitant. Voilà, celui qui a posé la question. A-t-on des chiffres sur les phénomènes du burn-out? Oui, il y a quelques études, pas énormément, mais il y en a un petit peu. Je vois l'heure qui passe, il est déjà 14 heures. On arrive au bout d'une heure. Bien un petit peu. Hein. Quelle piste de solution concrète? Ben, après, voilà, tout va dépendre de votre situation, de pourquoi, du comment. Et donc après, je vous dis, faites-vous accompagner si vraiment vous avez besoin. Après, il y a des professionnels hein, qui se forment à l'accompagnement en lien avec l'emploi. Donc, c'est vraiment ces personnes qui sont référentes. Absence de régulation, manque de soutien social. Oui, notamment, effectivement. Pouvez-vous repréciser ce qu'est le facteur RPS? Donc, RPS, c'est risques psychosociaux et les facteurs, il y en a plusieurs, du coup. Mais vous pouvez les retrouver dans la... Y a-t-il des études qui mettent en lumière des métiers ou secteurs moins exposés aux situations dégradées, susceptibles d'engendrer? Alors, il y a des... L'activité peut être dégradée au vu de l'activité, parce que c'est une activité voilà, qui nécessite une exposition à un public en particulier, etc. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'organisation du travail. Il y a aussi l'entreprise en elle-même qui peut engendrer un épuisement professionnel. Donc, c'est pas forcément dû que au secteur. Bon, écoutez, en tout cas, il est 14h02, je m'excuse, je vais devoir m'arrêter là. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous dis, voilà, en tout cas, il y a des solutions, il y a des personnes qui sont là pour vous accompagner. On peut s'en sortir, clairement. Après, voilà, il faut se poser les bonnes questions, il faut aller analyser et puis comprendre tout ça pour pouvoir connaître les actions à mettre en place. Merci en tout cas, je vous souhaite un bel après-midi et puis je vous souhaite une bonne fin des semaines de l'évolution professionnelle pour ceux qui vont continuer à regarder les webinaires. Bonne fin de journée. Au revoir.